On passe à Fabien Lemaire. Fabien Lemaire qui a écrit Barkhane, une épreuve humaine, un convoi logistique au Mali. C'est aux éditions de l'Harmattan. Pareil, on a déjà fait une longue entretien avec Fabien Lemaire, que vous pouvez retrouver aussi dans la même émission, au titre imprononçable, précédemment dans. C'est pas un roman, c'est une véritable histoire, c'est ce qui s'est vraiment passé. Ça raconte, si je dis que ça raconte, pour moi, ça raconte deux choses. Ça raconte la mort de votre collègue Fabien Jacques, qui est mort en novembre 2016 en mission au Mali. Ça raconte aussi la vie pas d'un militaire, mais des militaires sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voulez apporter une précision? Non, c'est une partie de la vie des militaires sur le terrain, puisque là, j'ai choisi d'évoquer une OPEX, mais voilà, comme une opération extérieure, pardon, je vais être plus clair, parce qu'on a 36 000 abréviations dans le métier. C'est celle qui s'est passée au Mali en 2016. Si j'avais fait un témoignage sur l'Afghanistan 2011-12, vous aurez vu, c'était totalement pas pareil. De même que si j'avais fait un reportage sur l'Afghanistan en 2013, c'est déjà plus pareil que celui de 2011-2012. Donc, c'est vraiment la vie de deux militaires à un moment donné sur un théâtre donné. Il ne faut pas oublier, enfin, je sais que vous n'oubliez pas, mais que les militaires font aussi un travail exceptionnel sur le théâtre national avec Sentinelle, qui est une opération que vous voyez tous les jours dans les rues et sans forcément vous dire tout ce qui se cache derrière. Et pour l'avoir fait 3 fois de suite, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses derrière pour les militaires et que c'est pas forcément évident. Mais effectivement, ce livre, c'est l'histoire aussi de Fabien, donc qui était mon subordonné, le sous-officier adjoint de mon chef de peloton d'escorte, donc ceux qui avaient pour mission d'assurer la sécurité du convoi et qui malheureusement est décédé ce 4 novembre 2016. Moi, je vous l'ai déjà dit pendant l'entretien, mais votre livre, il m'a marqué vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que ça me marque autant. D'abord parce que je suis un petit gauchiste et que pour moi, la police et l'armée, il faut les dissoudre. Mais votre livre, il m'a donné une claque. Il m'a donné une grosse claque et je me suis dit, OK, on va peut-être pas dissoudre, on va réfléchir un peu plus. Vous êtes confronté, vous, aux a priori? Évidemment, j'ai été confronté à ça et déjà en premier lieu, c'était sur le ton de l'humour parce que l'arme dans laquelle je servais était l'arme du train. Donc, je vous laisse imaginer toutes les blagues qu'on peut faire là-dessus quand on ne sait pas que le train, c'est le transport et la logistique. Ensuite, effectivement, il y a des a priori sur les militaires. Alors, je dois vous avouer aussi que je ne partage pas votre opinion sur l'armée pour la dissoudre, bien évidemment. Mais votre critique a été une des plus belles que j'ai reçues, hein, je dois avouer. Une des plus originales aussi. Comment dire? Oui, il y a forcément des gens qui pensent qu'ils savent tout sur l'armée parce qu'ils ont vu un film, un documentaire, alors que c'est bien plus compliqué que ça. L'armée, c'est une sorte de mini-société. C'est un reflet de la société à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes problèmes que vous, les mêmes problèmes qu'on a le problème des jeunes qui ont de plus en plus de mal à s'engager sur du long terme. On a des problèmes de discipline, les mêmes qu'on peut trouver dans un collège ou dans un travail civil. Seulement nous, on a en plus un treillis et on a en plus des missions un peu plus particulières où notre spécificité, c'est qu'on peut, dans le cadre de notre métier, recevoir ou donner la mort. Donc il y a peu de métiers comme ça et il faut vraiment s'en rappeler puisque comme vous l'avez vu dans mon livre, la mort, elle intervient vraiment quand on s'y attend pas. Oui, donc quand on ne s'y attend pas et surtout quand, malgré le fait qu'on se soit préparé, quoi. Le livre il raconte dans le détail comment on réagit face à la mort d'un collègue. Tout le monde garde son poste, tout le monde réagit par rapport à ça et fait son taf. Je trouve que ça, c'est impressionnant. Moi, j'aurais pas le courage de faire la moitié de ce qu'ont fait tous les gens qui témoignent, quoi. Je trouve ça, mais époustouflant de courage et de professionnalisme. Et on ne voit pas ça assez, je trouve, on n'en parle pas assez en tout cas.
est-ce que vous, en tant que militaire, vous avez aussi du mal de parler de votre métier? Est-ce qu'autour de vous, vos proches se demandent c'est quoi votre métier exactement? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est peu enclin à partager ce qu'on vit parce que ce qu'on vit est tout simplement une aventure extraordinaire dans une vie ordinaire. Chaque mission est bien particulière et chaque arme, chaque armée et chaque plus petite subdivision a clairement une vie à lui. Ce que va vous raconter un militaire, ça va être totalement l'inverse de ce que va vous raconter un autre militaire. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend compte une fois qu'on est dans l'armée, quand on discute avec les autres. Quand on est en opération tous en même temps, on ne la vit absolument pas pareil. On a chacun un vécu et un vécu différent. Donc, c'est pas évident. Et puis même moi, pour commencer à me livrer, il a fallu que je me fasse violence parce que j'estimais que ce qui s'était passé pour moi devait servir aux autres. Mais c'est plutôt dans cette optique-là que je me suis ouvert, pas dans l'optique de je veux faire connaître ce qu'a fait Fabien Lemaire ce jour-là. C'était vraiment plutôt ce qu'ont fait mes hommes et ce que font les militaires au quotidien, au moins quand ils sont en OPEX. Pierre, Gianni, est-ce que vous voulez intervenir? Ouais, ouais, moi j'allais poser la question à quel moment en fait l'idée est vraiment venue d'écrire le livre et aussi j'imagine comment ça s'est passé avec notamment le secret défense et tout ça parce que j'imagine qu'on vient pas, on décide pas comme ça, je vais éditer un bouquin et témoigner d'une intervention au Mali. Donc voilà, comment ça a commencé, ensuite comment ça a pu se passer de ce côté-là. L'idée m'est venue pas assez vite, ça a mis le temps de mûrir. Enfin, je voulais faire quelque chose vraiment parce que moi j'en avais besoin pour faire une sorte de catharsis sur ce qui s'était passé. Et j'avais vraiment envie de rendre hommage à Fabien et que personne ne l'oublie. Et l'idée a mûri. Je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu avant mon OPEX, qui s'appelle Anatomie d'un soldat et qui raconte l'histoire d'un soldat anglais qui saute sur un IED en Afghanistan. Et en fait, pour faire décrire tout ce qu'il revit, il fait parler tous les objets qui l'entourent. Et ça, j'avais trouvé ça très marquant. Et moi, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, on n'a pas en France un livre où, pour une opération militaire, on a le point de vue un point de vue à 360 degrés. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée sur faire le livre. Après, il m'a fallu un an et demi pour le faire, ce qui est pas énorme, mais qui est déjà quand même un beau passe-temps en plus de son travail. Niveau du secret défense, j'ai évidemment dû refaire lire mon livre aux autorités concernées, mais j'avais fait une pré-censure parce que, en plus du secret, moi j'avais vraiment peur de choquer la famille, puisque je suis très en contact avec la famille de Fabien, et je savais que son père lirait mon livre, et je n'avais pas envie que quelque chose de choquant pour lui se retrouve dans ce livre. Donc, j'ai modéré une ou deux choses de moi-même sans que ça m'enlève le sens, parce que évidemment j'ai laissé le sens. Et je peux même vous dire, j'ai tellement laissé le sens et tellement laissé le texte brut que certains éditeurs m'ont refusé à cause de ça. Parce qu'ils disaient qu'il faudrait retravailler les textes et je m'y suis refusé. J'ai dit je ne les travaille pas, c'est des témoignages bruts et c'est ça qui parlera aux gens. Et je pense que je ne me suis pas trompé au final puisqu'on a déjà dépassé les 1000 exemplaires en moins d'un an. Fabien, excusez-moi, vous parlez de pré-censure. Est-ce que derrière, vous avez quand même eu une censure de la part de votre hiérarchie par rapport à certaines choses que vous vouliez apporter, un contenu que vous vouliez délivrer et qui a vraiment été refusé, sans parler bien sûr de ces choses-là en direct là, mais juste pour savoir si vous avez quand même eu affaire à cette censure de la part de votre hiérarchie. Non, non, ça a été très bienveillant sur ce coup-là. Ils ont fait. En fait, moi, parmi les gens que j'avais, une des particularités de mon livre, donc c'est que c'est 13 témoignages. Et il a fallu, pour ces témoignages, plus l'épilogue, plus le prologue, que je trouve les gens qui voulaient bien parler. Puisqu'il y a des gens comme. Alors, l'infirmière, par exemple, Mag, elle était loin, elle était en Guyane. La docteure qui est intervenue la première sur Fabien était très loin aussi. Donc non, ça a été ça. Et deux colonels qui ont participé, en fait. Donc les colonels, c'est parmi les plus gradés de chez nous. Deux colonels qui ont dit je veux bien participer, mais par contre je veux que ce soit relu Fabien.
Donc j'ai fait bon bah d'accord, si pour votre participation moi c'est relu, de toute façon j'ai rien à cacher, le livre il est, enfin voilà, je partais d'une logique que le livre il serait fait de ma manière ou que sinon il paraîtrait pas. Et ils ont été très bienveillants, ils ont contrôlé et il n'y a rien eu de modifié, ils m'ont juste dit de rester à mon niveau pour toutes les interviews et puis voilà. C'est vrai que quand on tape le nom maintenant du bouquin et votre nom, en fait, on voit majoritairement des postes du ministère des Armées, des choses comme ça. Donc, vous êtes devenu un peu un VRP du ministère et de la Défense, finalement. Je ne sais pas si on peut dire VRP, mais faut bien vous rendre compte que la promotion, c'est moi qui trouvais la plupart des choses en fait. C'est pas, j'y suis allé comme disait Chloé, moi j'y suis allé au culot pour la promo de mon livre. Ma première interview, ça s'est fait sur France 3 National en plus. C'était France 3 National par Dorothée Olyric, la grande reporter à France 2. Et en fait, c'est juste que j'y suis allé au culot sur LinkedIn à lui écrire en disant bonjour, voilà ce que j'ai écrit, est-ce que ça vous intéresserait un témoignage? Elle m'a dit oui, et puis voilà, l'aventure est partie, j'ai vu comment ça marchait, il faut y aller au culot, donc j'ai essayé avec les organes de communication de chez moi. Après, ça a marché la plupart du temps, donc c'est plutôt bien. Et puis, les salons du livre, j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup rencontrer mes lecteurs et mes futurs lecteurs. Et c'est vrai que j'ai eu, lors de mon dernier salon du livre que j'ai fait aux Invalides, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient lu le livre et que c'était vraiment, qu'ils avaient été vraiment touchés. Et ça me fait plaisir. Et c'est vrai que j'ai cette tendance à laisser, quand je fais une dédicace, à laisser mon adresse mail pour les gens s'ils ont envie de rebondir sur mon livre, s'ils ont envie d'entamer une discussion, s'ils ont envie tout simplement de faire une critique à chaud, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour voir ce qui aurait pu être amélioré. J'ai une dernière question. Moi, j'aurais voulu savoir si votre livre a ou est en train de changer certaines choses au niveau de l'armée. Je m'explique. Vous avez pu dire, on m'a appris à mourir, mais pas à perdre l'un de mes hommes. Est-ce que aujourd'hui, c'est des choses qui potentiellement, un livre comme le vôtre avec tous ces témoignages, peuvent faire réfléchir plus haut et se dire, il faut peut-être qu'on travaille sur d'autres sujets aussi avec nos militaires, avec nos soldats pour les confronter, les préparer à certaines dures réalités? Oui, ça a changé. Maintenant, c'est plus pris en compte dans les écoles de formation. Donc, il y a des modules entiers sur la mort. Voilà. Et puis, en fait, vous savez, vous voyez comme moi l'actualité. Donc, les gens, ils se remettent à parler de la guerre. Et quand on se remet à parler de la guerre, on pense pas forcément à la guerre qu'on mène contre les terroristes dans des territoires comme le Mali ou l'Afghanistan. Mais là, c'est État contre État. Et une guerre étatique, on sait très bien que ça se passerait avec beaucoup plus de pertes. Donc, l'armée s'y prépare. Et puisque vous savez très bien que pour préparer la paix, il faut mieux préparer la guerre aussi. Donc éviter de dissoudre l'armée, Christophe. Mais voilà, ça a changé des choses. Et puis je sais aussi de sources sûres que ce qu'il s'est passé en soi au Mali, même avant mon témoignage, ce qu'il s'est passé a changé des choses juste après, puisque les convois n'ont plus été pareils juste après ce qui s'est passé avec Fabien. Votre livre s'appelle Barkhane, une épreuve humaine. C'est aux éditions de l'Harmattan et tous les bénéfices sont reversés à l'association Terre et Fraternité. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.
do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I beg you to be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I make you do it all again. Oh, oh, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Chloé Michaud, vous avez écrit Les Lettres de Notre-Dame aux éditions Soldats du Feu, dans la collection de Feu et d'encre. Bonsoir. Bonsoir. Chloé, je vais commencer par l'histoire de votre livre. L'histoire démarre avec l'incendie de Notre-Dame et un pompier découvre des lettres cachées dans une cache de Notre-Dame. Et ces lettres vont être le point de départ d'une enquête pour savoir qui les a écrites, pourquoi elles ont été cachées, et on va ainsi se balader entre l'époque d'aujourd'hui et l'époque de la Deuxième Guerre mondiale à travers les lettres, mais aussi le journal d'un pompier de Paris. Comment vous vous êtes dit que vous allez écrire sur les pompiers, du coup? Mon père est pompier, mon grand-père était pompier, mon frère a fait les JSP aussi. Du coup, j'ai toujours baigné dans cet univers. Et après, j'avais jamais forcément imaginé en faire un livre, mais le jour de l'incendie de Notre-Dame, j'ai une idée qui m'est venue, qui est vraiment arrivée. Et c'était aussi pour moi l'occasion de rendre hommage à cette profession qui n'est pas très connue. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses dont moi, je n'étais pas au courant. Et j'imagine la plupart des gens, notamment le rôle des pompiers de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est ça qui est fou dans le livre, c'est-à-dire qu'on apprend le rôle des pompiers pendant la Seconde Guerre mondiale, chose des trucs que personnellement je n'étais pas au courant, et autour de moi on n'était pas au courant. Quand j'ai raconté l'anecdote de la vache, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'anecdote de la vache, s'il vous plaît? Bien sûr. Une caserne de pompiers, pendant l'Exode, a acheté une vache qu'ils ont fait paître au jardin du Luxembourg pour avoir du lait à donner aux enfants qui étaient perdus dans les gares ou dont les parents n'avaient pas de quoi les nourrir. Et donc, on avait cette vache au jardin du Luxembourg tous les jours, et je trouvais ça totalement ahurissant de ne pas être au courant qu'il s'était passé ça un jour dans Paris. Voilà. Là, quand j'ai raconté moi cette histoire autour de moi, on m'a dit mais c'est pas possible, alors que ça s'est vraiment passé. Vous racontez aussi l'histoire du drapeau que les pompiers vont remettre en haut de la Tour Eiffel. Ça demande un courage fou. C'est le capitaine Sarniguet qui fait ça. Mais oui, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est la recherche documentaire. C'est-à-dire que c'est un vrai travail de journaliste que vous avez fait, quoi. Vous avez été chercher l'information, vous avez été chercher les anecdotes pour rendre la vie quotidienne d'une caserne, j'allais dire tangible. Ça vous a pris beaucoup de temps pour ces recherches-là? C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Je pense que ça m'a vraiment pris 6 mois de recherche sachant que déjà, c'est pas mon activité principale. Après, d'aller chercher des informations, de rentrer en contact avec des personnes qui avaient ces informations, parce que c'est honnêtement de trouver des infos sur les pompiers de Paris pendant cette période de l'histoire, c'était pas forcément facile. Et les pompiers de Paris, même aujourd'hui, c'est un corps militaire. Donc, même si je connais un peu les pompiers hors Paris, je connaissais pas forcément tout le fonctionnement des pompiers de Paris. Donc, il a fallu que je me renseigne beaucoup à ce sujet. Après, ça a été rencontrer des gens, discuter, donc c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps, mais je voulais vraiment être le plus factuel, le plus
vrai possible. Comme c'est mon premier roman, je voulais pas qu'on m'attaque aussi là-dessus et moi-même ça m'intéressait. En fait, c'est toutes ces informations qui ont construit le livre au fur et à mesure et qui ont fait que toute cette histoire est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et comment on récupère toutes ces infos? Comment est-ce qu'on déniche, on déniche les endroits où aller glaner toutes ces infos? C'est hyper intéressant. Au culot. Pour moi, c'était assez compliqué au début. Je me sentais pas crédible, en fait, de dire c'est mon premier roman, coucou, j'ai besoin d'informations. J'avais un petit peu cette peur. J'ai eu la chance, j'ai contacté un auteur spécialisé dans cette période sur les pompiers de Paris et qui m'a énormément encouragée, qui m'a envoyé tous ses livres, qui m'a envoyé même des photocopies de vieux livres introuvables aujourd'hui. Et après, au culot, j'ai contacté les pompiers de Paris qui m'ont ouvert un petit peu leurs portes, qui m'ont fait visiter des endroits, qui m'ont donné accès à des vieux comptes rendus d'intervention. Mais je dirais que c'est aussi au culot. Là, pour le deuxième, ce sera peut-être plus facile. J'aurai plus l'expérience et je pourrais dire j'ai déjà écrit un livre. Mais surtout quand c'est le premier, je trouve que c'est assez compliqué. Je rebondis sur le fait que les pompiers de Paris soient des militaires. Ce qui est étonnant aussi dans le livre, c'est que l'histoire de ces pompiers-là, l'histoire de leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale, on ne la connaît pas. Personne autour de moi ne la connaissait. Moi-même, je ne la connaissais pas, je l'ai appris grâce à votre livre. Et je mets ça en relation avec le métier de militaire. C'est dur de faire parler un militaire sur son métier, sur ce qu'il fait, sur l'engagement. J'ai des amis militaires autour de moi. Il a fallu que je lise le livre de Fabien Lemaire, une épreuve humaine, Barkhane, aux éditions L'Harmattan, pour savoir vraiment ce que faisaient mes potes, quoi, pour savoir ce qu'ils faisaient quand ils étaient en OPEX. Comment c'est possible, comment vous êtes confronté, vous, à ce silence pendant vos recherches? Vous avez regardé un petit peu où là, on ne va pas tout lui dire, ou on vous a ouvert les portes une fois que vous avez voulu avoir des réponses? Déjà, quand j'ai commencé à chercher les réponses, je les trouvais nulle part parce que comme toute personne de ma génération, j'ai tapé sur Google pompiers de Paris, guerre 39-45. Honnêtement, j'ai trouvé très très peu d'informations. C'est dans des livres que je les ai trouvées. Après, une fois que j'ai réussi à contacter les personnes, au contraire, elles ont été très enclines à me parler. Quand j'ai contacté les pompiers de Paris, à part le fait de ne pas divulguer les visuels, des sources, parce que ça appartient aux pompiers de Paris, on m'a répondu à toutes mes questions, donc ça, j'ai pas forcément eu trop de problèmes. Et je me suis posé moi-même la question pourquoi on ne savait pas, on ne connaissait pas ce rôle qu'ils avaient eu pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'au final, les pompiers de Paris, c'était les seuls militaires qui sont restés à Paris après que tout le gouvernement ait quitté la capitale pour Vichy. Et ça, j'en avais aucune idée, alors qu'on a tous vu la Seconde Guerre mondiale en cours, on a tous lu plusieurs livres là-dessus. Et ouais, je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on ne sait pas, et est-ce que c'est pas aussi parce que ces pompiers, pour eux, c'est leur quotidien, c'est leur travail, et c'est normal, alors que nous, on perçoit ça comme être un héros, c'est vraiment des comportements héroïques au quotidien. Pour eux, c'est leur réalité, c'est comme, moi, je vais ouvrir un tableau Excel, eux, ils vont en incendie ou ils vont sur un bombardement. Il y a un effacement de l'individuel, quoi. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Il y a un effacement de l'individuel au profit du groupe et plus généralement au profit de l'histoire? C'est ce que j'ai ressenti et après je pense que c'est même pas forcément seulement pour les pompiers de Paris. Même mon père qui est pompier de carrière depuis des années, en fait, il me raconte jamais forcément ses interventions. Pour lui, c'est ce qu'ils font en tant que pompiers et disons que c'est une réalité et que ce soit pas forcément le commun des autres, c'est pas quelque chose qu'il ressent au quotidien, donc il m'en parle pas forcément. Si je vais poser des questions, il répond, mais ça lui viendrait pas à l'esprit de m'en parler. D'accord. On va s'appesantir un petit peu plus sur l'histoire en elle-même de votre roman. Il y a des images qui m'ont marqué. Je voudrais bien savoir comment vous êtes arrivé à ces images-là. Est-ce qu'elles vous ont été imposées par l'histoire? Vous avez pris une pelote de fil et puis vous l'avez déroulée jusqu'à avoir ces images fortes, ou est-ce que vous êtes parti des images fortes? Moi, il y a deux points qui m'ont marqué dans votre livre. Alors, je ne vais pas spoiler, mais c'est la mort d'un des personnages d'une façon atroce. J'ai fait une pause là, je me suis dit, oh d'accord, très bien, ok. Et c'est aussi la quantité de détails de la vie quotidienne de la caserne
pendant la guerre. Les scènes de bal, moi, ça m'a fait rire. La scène où il y a où le héros pompier regarde par la fenêtre passer les jeunes filles en imaginant qu'il y en a peut-être une qui l'embrassera. Je trouve ça touchant. Comment vous êtes venu à ces scènes-là, du coup? J'avais vraiment une trame en tête, donc comment aiguiller mon histoire, c'est-à-dire ce qui se passait à quel moment, où est-ce que je voulais arriver. Mais c'est vraiment en écrivant que j'ai rencontré les personnages et qui sont un petit peu imposés à moi. Et du coup, toutes ces scènes, elles sont venues au fur et à mesure avec toutes les recherches que j'avais faites pour ancrer dans la réalité et pour parler de leur quotidien. Et sinon, c'est vraiment les personnages qui me parlaient. C'est un petit peu compliqué à dire, mais leurs personnalités ont apparu au fur et à mesure. Il y a certains personnages au tout début de l'écriture, je me dis, il va être un petit peu comme ça. Et en écrivant, la personnalité a un peu changé. Certains m'ont même surpris au final parce qu'ils ont complètement évolué. Et je vois très bien les scènes dont vous parlez, c'est des scènes où ça faisait partie de mes personnages. Et il y a une scène que j'ai particulièrement aimé écrire, et c'est celle dont vous parlez, la mort d'un des personnages. Et cette scène, j'ai aimé énormément. Je ne sais pas exactement d'où elle est sortie. C'est à un moment, je me suis dit, il faut que ce personnage meure. Et j'ai voulu lui donner une belle mort, une mort un peu héroïque. Et du coup, j'ai commencé à l'écrire et c'est vraiment venu tout seul. Après, j'ai passé du temps à la relire pour peaufiner un petit peu les mots. Et je pense que c'est quand même une des scènes dont je suis la plus fière dans le livre. Ouais, c'est une scène clé, c'est une scène dont on se souvient, quoi. Moi, c'est une des scènes qui m'a marqué. Vous voyez plus comme une romancière ou comme une journaliste? Plus comme une romancière. Honnêtement, je m'étais jamais imaginé journaliste avant. Le terme m'était jamais venu à l'esprit. Plus roman, mais c'est vrai que je me suis posé la question quand j'ai commencé à envoyer des versions à des maisons d'édition et qu'on me demandait de qualifier mon roman. Est-ce que c'était un roman ou un roman historique? Alors, je considère pas que c'est un roman historique parce que c'est trop fictif et je pense qu'il y a beaucoup de choses où j'en parle pas forcément, des pans de l'histoire que j'aborde pas, mais c'est plus à ce niveau-là où moi je me suis un petit peu posé cette question. Moi, j'ai vraiment du mal à mettre du curseur. C'est ce que je vous ai dit dans l'entretien qu'on a fait vendredi, que vous pourrez écouter dans l'émission précédemment dedans. C'est pas facile à dire, en fait. Ça s'appelle Les Lettres de Notre-Dame. C'est écrit par Chloé Michaud, c'est vous. C'est aux éditions Soldats du Feu, collection de feu et d'encre. On mettra tous les liens sur le podcast, mais aussi sur le site internet. Moi, j'avais une question. J'avais une question au fil de vos découvertes, de toute l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ce qu'on a pu vous raconter sur le corps militaire. Est-ce que votre histoire, est-ce que le fil, pas le fil conducteur, mais est-ce que certaines choses ont évolué au-delà des personnages? Est-ce que vous étiez parti avec une idée en tête et qu'au final les choses ont évolué différemment au fur et à mesure, de ce que vous avez découvert? Totalement. Déjà, initialement, je voulais pas écrire de parties dans le passé. Je m'étais dit que je voulais rester dans le présent pour parler de quelque chose que je connais, d'être sûre de pas aller sur des territoires, parce que même d'écrire Paris pendant la guerre 39-45, c'est compliqué. C'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. Et en fait, en faisant toutes les recherches, je me suis dit que je pouvais pas. Place where it all doesn't hurt, where everything's safe and it doesn't get worse. Oh my, we see through bloodshot eyes. Picture a place somewhere else far away, where you know what they mean and they mean what they say to
Alors justement, nous recevons Ninon Davis. Ninon Davis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse en intelligence artificielle appliquée à la musique et professeure à l'IRCAM. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'oublie quelque chose? Alors c'est ça, je suis juste doctorante en revanche, je suis encore en thèse. D'accord, merci. L'IRCAM, est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi exactement? Alors l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche sur les sciences appliquées à la musique. Du coup, ça réunit tout un florilège de chercheurs qui vont travailler autour de la musique, mais aussi des compositeurs. Donc en fait, on essaye à chaque fois de faire des ponts entre vraiment la composition et la recherche scientifique, qui s'applique à tout plein de domaines. Ça peut être la musique, mais aussi la voix. Et du coup, c'est une grosse institution vraiment de recherche appliquée à la musique. D'accord. Du coup, ça veut dire que vous êtes musicienne, c'est bien ça? Alors, moi, je suis musicienne, en effet, mais après, tous les chercheurs ne sont pas musiciens. Mais oui, généralement, les chercheurs qui travaillent à l'IRCAM ont un fort intérêt pour la musique et de fait sont généralement musiciens. D'accord. J'ai vu sur votre site internet que vous donnez des concerts, c'est bien ça? Ça m'arrive, oui, ça m'arrive de jouer. Et c'est en lien avec l'intelligence artificielle ou c'est vraiment une activité de musicienne à part entière? C'est plutôt une activité de musicienne, mais cela dit, dans l'équipe, donc moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Acids, qui est un sous-groupe d'une équipe de l'IRCAM. On essaye de plus en plus d'organiser des événements où vraiment on met en valeur l'intelligence artificielle. Et donc, il s'agit en fait d'improviser avec de l'IA, de proposer aux auditeurs quelque chose d'un peu nouveau, des nouvelles sonorités. Il y a aussi des choses qui se font à l'IRCAM qui sont pas forcément en lien avec moi, mais sur l'improvisation. Donc, comment un musicien peut improviser avec une intelligence artificielle. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y a de plus en plus d'événements à ce sujet et on essaie de développer ça, oui. D'accord. On va reprendre du coup la discussion qu'on a eue avant avec tout le monde. J'aimerais bien, alors moi je vais le redire encore une fois, hein, mais je trouve ça vraiment fou qu'on arrive à faire ce genre de choses. Et j'aimerais bien comprendre ou au moins savoir comment comment cela a été possible. Est-ce que ce progrès il est dû à une découverte majeure de ces derniers temps, ou est-ce que c'est plutôt juste un fil qu'on a tiré depuis des décennies qui arrive aujourd'hui à maturation? Comment c'est possible qu'aujourd'hui on puisse faire ça? Alors, ça, il faudrait le définir un peu plus clairement, bien sûr, mais j'imagine que si on se restreint juste au domaine de génération de musique, donc vraiment une IA qui est capable de composer et vraiment après entraînement nous sortir un fichier MP3 ou Wave qui est musical. Du coup, non, c'est plutôt une avancée qui s'est fait au fil du temps. D'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de modèles d'IA aujourd'hui qui sont inspirés des modèles d'image. On est bien plus avancé en fait dans le domaine de l'image que dans le domaine du son. Et donc en fait, petit à petit, avec les évolutions de l'IA sur l'image, et ben forcément, ça a pris le pas aussi sur le son. Et donc on est là aujourd'hui. Mais ce sont évidemment des dizaines d'années de recherche sur les IA pour en arriver là. Donc c'est pas juste un seul, je dirais, un seul boom d'un coup. Maintenant, on a l'impression, je pense, qu'il y a ce boom aujourd'hui parce que on commence en IA sur la musique à avoir des résultats qui sont satisfaisants et qui sont musicaux. Donc, on n'en est plus à un blip-bloop d'ordinateur. Du coup, voilà, maintenant, on peut commencer à vraiment générer des choses qui sont chouettes. Donc voilà, les gens ont l'impression que ça boom d'un coup, mais non, c'est vraiment des années de recherche depuis les années 90, quoi. Alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit là juste avant. Je vous ai posé la question comment on en est arrivé à ça, et vous m'avez dit mais faut définir ça. Du coup, oui, vous avez raison. Ça, c'est de ce dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est la première partie, c'est le clonage de la voix, c'est-à-dire qu'on arrive à cloner des voix, que ce soit, on a écouté là tout à l'heure Mylène Farmer ou Johnny Hallyday ou même Emmanuel Macron. La composition de la musique. Pour moi, c'est deux choses qui sont qui sont différentes, mais qui ne le sont peut-être pas pour l'intelligence artificielle. J'ai pas de questions. C'est différent. C'est quand même deux problématiques différentes. On va dire, il y a une différence entre cloner une voix, c'est-à-dire que
En fait, on va rassembler, je dirais, une base de données avec cette voix-là. Donc, admettons Mylène Farmer, par exemple. Donc, on va essayer d'avoir un maximum de voix de Mylène Farmer. Puis, on va donner ça au modèle d'intelligence artificielle qui va repérer un peu toutes les intonations, tout le timbre de la voix, etc. et qui va pouvoir reproduire ça en disant des choses nouvelles, bien sûr. Et après, il y a plein d'autres pans de l'IA qui s'appliquent au son, donc en général, mais aussi à la musique. Donc, on peut lui donner un timbre de violon pour faire du violon. On peut lui donner un genre musical pour créer le genre musical. On peut lui demander quelque chose de tout à fait différent. Par exemple, une voix qui chante et en fait, l'IA va faire l'accompagnement. Aujourd'hui, il y a des choses aussi qui se font très bien sur tout ce qui est mixage et mastering, donc tout ce qui est post-processing en fait de la musique, pour éviter aux musiciens d'avoir à faire tout ça. Après, hop, l'IA, elle fait le mixage, elle fait le mastering et la chanson est super. Enfin voilà, il y a plein de pans tout à fait différents, même des nouvelles sortes de compositions en fait. Aujourd'hui, on peut très bien imaginer qu'on a des nouvelles manières de composer grâce aux IA qui sont qui sont pensées différemment que les instruments classiques qu'on a aujourd'hui, quoi. Alors là, j'ai une question. Je vais vous demander, accrochez-vous, accrochez-vous bien. Faites simple, parce que je pense que c'est une question impossible à répondre. Mais c'est une question qui moi m'obsède quand j'ai découvert ce genre de composition et l'intelligence artificielle dans la musique. C'est comment est-ce qu'on apprend à une machine à composer, et est-ce qu'on peut dire on apprend à une machine à composer? Comment vraiment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une réponse simple ou pour vulgariser un petit peu le processus? Oui, il y a des réponses simples. Après, encore une fois, je peux pas traiter toute la globalité de la composition parce que composition, encore une fois, c'est assez large. Mais en fait, déjà pour la composition pure, je dirais, il n'y a pas forcément besoin d'une IA. Il suffit de donner à un ordinateur les règles de composition de base du solfège, de mettre quelques directions et il est censé être capable de le faire. Maintenant, on peut aussi aujourd'hui faire des choses qui sont un peu plus, comment dirais-je, un peu plus poussées. Par exemple, demander à un ordinateur de composer, entre guillemets, à la Chopin, à la Bach, ou ce genre de choses, où là, vraiment, il va pouvoir nous générer quelque chose qui est vraiment très similaire avec toutes les compositions de Chopin ou de Bach, mais qui est nouvelle. Et le principe, c'est ce que j'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est vraiment on va essayer de regrouper une base de données qui va être, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit cohérente, c'est-à-dire qu'il y ait les mêmes principes de propriété. Donc par exemple à la Chopin, donc on va rassembler tout un corpus de Chopin, on va donner ça à l'intelligence artificielle qui va en fait en retirer les propriétés et qui va en apprendre les propriétés et qui va pouvoir ensuite derrière recracher en suivant les propriétés qu'il a apprises des nouvelles choses. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais vraiment le principe c'est d'apprendre l'aspect général, d'en sortir vraiment une propriété. Donc c'est comme de la génération d'images. Si on essaie de générer un chat, on va apprendre à l'ordinateur. Bon, un chat, il a des moustaches, il a 2 oreilles, il a telle texture de poil, et puis il a telle forme, il a une queue. Enfin voilà. Et donc l'IA va apprendre tout ça, puis elle va recracher un beau chat. En fait, c'est pareil avec le son. Donc le Chopin, il va jouer plutôt avec telle note et telle note, tels enchaînements. Il va avoir tendance à jouer dans telle clé, etc. Et donc après, l'ordi va juste réussir à générer tout ça. Et en fait, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, il y a une architecture qui est assez classique et qui est plutôt simple à comprendre, où c'est vraiment une question d'encodeur et de décodeur. Donc en fait, on va encoder les données dans un espèce d'espace qui va rassembler toutes ces propriétés, et puis ensuite on va redécoder en sortie, et ça va nous donner en fait une nouvelle chose qui n'existait pas avant, mais qui possède en effet toutes les propriétés qu'on voulait. D'accord. Donc ça veut dire que aujourd'hui un artiste, que ce soit un artiste connu ou quelqu'un de débutant, pourra, sans avoir aucune notion de solfège ou de musique, composer sa propre musique selon les critères qu'il veut pour sa chanson. C'est bien ça, sans aucun souci.
Alors après, il faut savoir coder l'IA, donc il faut quand même avoir des solides connaissances, je dirais, mais théoriquement, oui. Théoriquement, s'il y a un modèle qui sort et qui convient à cet artiste, admettons que l'artiste, je sais pas, est fan d'un genre en particulier, bah en effet, l'IA pourra lui composer quelque chose. Après, je sais qu'il y a beaucoup de travail en ce moment qui est fait sur, il y a eu toute cette tendance de taper un texte, générer une image. Et bah aujourd'hui, la grande tendance, c'est taper un texte et générer du son. Donc, il est possible aussi de taper un texte, de dire je veux une loupe de samba avec une voix féminine qui chante en arménien. Et puis, en fait, on a une loupe de samba avec en effet une voix féminine qui chante en arménien. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc oui, on peut le faire. Ouais. C'est un peu le principe de Suno, c'est l'intelligence artificielle dont on parlera juste après, où je ferai écouter quelques textes écrits comme ça à la volée, et le programme a créé une musique et chante le texte qu'on lui a donné, quoi. C'est assez fou comme résultat. Alors j'ai une autre question un peu bizarre. Est-ce que ça veut dire que aussi on va pouvoir avoir des artistes complètement virtuels, pilotés par des majors de la musique, qui nous abreuveront de musique toute faite entre guillemets? Je pense qu'il y a plein de problèmes qui se posent avec tout ça. Déjà une IA, en fait, il va lui manquer quelque chose de crucial qui va être sa propre capacité à s'évaluer, parce que même si en fait une IA elle va pouvoir cracher plein de choses, il faut quand même qu'il y ait un être humain derrière qui lui dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Après, vous avez mentionné des artistes virtuels. Alors oui, on peut très facilement imaginer qu'à un moment donné, il y a des radios qui vont se lancer avec de la génération par IA de musique en continu, en fait, H24, puisque ça, c'est facilement réalisable. En fait, il suffit de demander à l'IA de générer. Maintenant, il y aura des choses bien, il y aura des choses pas bien, et puis surtout, il y a un moment donné, ça va finir par se ressembler, parce que comme je vous ai dit, on se base sur une base de données, donc en fait, ça va finir par tourner en rond, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. Après, moi, ce que je pense, c'est il serait intéressant d'interroger un peu la notion d'artiste et la notion de créativité, parce que une IA, est-ce qu'elle peut être créative? Ça, je pense pas. Et est-ce qu'un artiste peut se résumer à une IA? Je pense pas non plus. L'intention derrière tout ça, en fait, elle est quand même importante. Et puis en fait, la créativité, c'est aussi le nouveau. Donc il y a un moment donné, il va manquer plein de données pour que juste une IA seule soit une artiste entre guillemets, quoi. C'est intéressant ce que vous me dites, ça me permet de faire le lien avec ma prochaine question. Alors c'est une vision personnelle que j'ai. Pour moi, le travail artistique, c'est du travail. C'est énormément de travail. Rien que pour la musique, on apprend le solfège, on apprend à jouer de la guitare, du piano, etc. Pour l'écriture aussi, quand on écrit un livre, on écrit, on réécrit encore. Et ce qui change, c'est notre perception personnelle par rapport à ce qu'on a vécu et aux rencontres qu'on a fait. C'est notre perception qui va donner une coloration à l'art qu'on pratique. Du coup, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est capable de faire ça, ou est-ce que c'est ça qui est le propre de l'homme entre guillemets, comme le rire? Comme le rire, non, ça me fait rire parce qu'il y a pas mal d'études en ce moment qui sortent sur l'humour de l'IA. Donc, est-ce qu'une IA est capable de sortir des blagues ou faire de l'humour? Bon, la réponse est oui. Okay. Mais du coup, c'est la prochaine étape alors. On va avoir des comiques virtuels, super. Voilà, mais non, mais pour revenir à la question, en fait, c'est aussi un sujet de mon travail, parce que en fait, grosso modo, aujourd'hui dans l'IA, comme c'est un outil qui est plus ou moins nouveau, comme tous les outils plus ou moins nouveaux, il va se développer des comportements de la société par rapport à cet outil. Et donc, comment est-ce qu'on va utiliser ce nouvel artefact sociétal, on va dire ça comme ça. On voit déjà que par exemple ChatGPT est en train de prendre une place mais monstrueuse dans notre vie quotidienne, ou en tout cas dans la vie quotidienne des plus jeunes.
qui a presque remplacé Google en fait. ChatGPT est devenu l'oracle ultime. Bon, et ben les IA, je pense que ça va être de plus en plus le cas. Et quand on regarde les IA créatives, il y a grosso modo 2 chemins qui sont en train de se former. Le premier chemin, ça va être une IA qui fait, je dirais, une IA indépendante, c'est-à-dire une sorte de bouton rouge sur lequel on appuie et qui va créer, donc avec très peu de contrôle en fait. C'est un peu le principe de ces IA où on tape ce qu'on veut et puis paf, elle le crache. Et puis en fait, il y a le deuxième chemin qui est, je trouve, bien plus créatif, qui va être d'utiliser l'IA comme un instrument. Donc dans le cadre de la musique, mais même dans le cadre de n'importe quoi, de la peinture ou de je sais pas quoi, vraiment comme un instrument. Mais le problème de ce chemin-là, c'est que dans ce cas-là, il faut apprendre à gérer l'IA. Il faut apprendre à lui incorporer des fonctions, à lui incorporer du contrôle. Et en fait, dans ce chemin-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une sorte de co-créativité entre l'artiste et l'intelligence artificielle. Alors que le tout premier chemin dont je vous ai parlé, qui est cette espèce de bouton, et ça fait une black box, une boîte noire en fait. On ne sait pas ce qui se passe dans l'IA, puis elle nous sort quelque chose, mais on n'a aucun contrôle dessus. Ça, je trouve que c'est moins intéressant. Malheureusement, c'est ce qui se développe le plus parce que c'est ce qui fait le buzz. Mais je pense que la recherche en fait gagnerait à s'attacher vraiment à la seconde partie sur une IA qui serait un peu plus intelligemment développée, je dirais, ou vraiment qui mettrait l'être humain au centre de la création et qui permettrait juste, en fait, l'IA serait une sorte de vraiment juste au-dessus, juste pour aider. Donc, ce serait vraiment qui ferait partie du processus de création, mais qui serait pas le processus entier de création, en fait, où on aurait vraiment un dialogue entre l'être humain et l'IA. D'accord. Voilà. En gros, il y a une voie qui est la voie commerciale et une autre voie qui est la voie créative. C'est ça, grosso modo, si je peux schématiser? C'est exactement ça. Je voulais pas mettre les mots dessus, mais c'est exactement ça. Bon, malheureusement, la voie commerciale a tendance à prendre le pas, évidemment, puisque c'est généralement la voie qui est adoptée par les leaders et les grosses boîtes, quoi. Mais en tout cas, à l'IRCAM, nous, on essaye de s'attacher sur la voie un peu plus créative et on essaye de proposer aux gens des instruments avec lesquels on peut jouer et qui, de fait, on doit les apprendre. Donc, en fait, pour répondre à votre question initiale, l'être humain insuffle forcément sa perception puisque, en fait, on joue avec. C'est pas simplement quelque chose qui est présenté comme ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Ninon Davy, de nous répondre. Merci vraiment. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.